La définition de la coopération, elle est assez simple au départ, de manière théorique. Coopérer, tout simplement, c'est agir à plusieurs, c'est faire à plusieurs. C'est produire et apprendre, produire ou apprendre à plusieurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ces déclinaisons pratiques. Donc là, moi, je m'appuie sur les travaux, notamment d'Alain Marchive, qui décline l'agir coopératif de 4 façons. Coopérer, c'est aider. Coopérer, c'est s'entraider. Coopérer, c'est travailler en groupe. Et coopérer, c'est rentrer dans des logiques tutorielles. Alors s'aider, c'est tout simplement accepter de donner une part de son temps pour répondre à une question qui est posée par un de ses camarades ou une de ses camarades dans une classe. Voilà, c'est-à-dire on se reconnaît compétent pour pouvoir apporter une aide particulière. S'entraider, ça s'appuie sur l'adage « l'union fait la force ». C'est-à-dire qu'on est plus fort, peut-être, à plusieurs que tout seul. Et donc, dans les situations où des élèves se trouvent dans l'incapacité individuellement de résoudre une tâche, le fait de s'unir et de s'associer peut leur permettre d'aller un petit peu plus loin dans le développement de l'activité qui est en jeu. Le travail de groupe, c'est souvent ce qui est à l'initiative de l'adulte. Ça fait longtemps en pédagogie qu'on travaille là-dessus. Philippe Mérieux a fait sa thèse sur cette question-là. Derrière le travail de groupe, il y a une consigne qui est donnée par l'enseignant et ensuite un pilotage un petit peu des groupes et de l'activité des élèves qui est fait par ce biais-là. C'est intéressant surtout dans la phase de traitement de ce qu'on appelle la situation problème, c'est-à-dire ce moment en pédagogie et en didactique où les élèves sont amenés à dire ce qu'ils pensent par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent et à en confronter leur représentation, c'est-à-dire leur déjà là, leur conception spontanée, comme on dit. Et puis la dernière déclinaison de la coopération, c'est ce qu'on appelle le tutorat. Alors ça ressemble un petit peu à de l'aide du tutorat, sauf que la formalisation est plus forte dans le tutorat. Un tuteur est quelqu'un qui est reconnu comme étant compétent pour pouvoir apporter une aide. Ce n'est pas quelqu'un qui se reconnaît simplement compétent. Donc derrière la notion de tutorat se cache une formation des élèves. Une formation des élèves à l'action du tuteur et une formation des élèves à l'action du tutoré, celui qui se fait aider. Dans la définition de la coopération, ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que tout n'est pas coopératif et la coopération n'a pas toujours sa place dans la classe. Il y a des moments où la coopération n'intervient pas parce que l'enseignant est dans une phase d'explication et de transmission de savoir. Et il y a des moments où les élèves ont besoin d'être seuls face à l'activité qu'on leur confie. En revanche, il y a plein d'autres moments où la coopération a toute sa place. Donc on l'a vu tout à l'heure pendant le traitement de ce qu'on appelle les situations problèmes, avant la phase de stabilisation des savoirs et de traces écrites quand il y en a une, et surtout au moment de l'entraînement. Surtout au moment de l'entraînement. Les organisations coopératives permettent notamment de gagner énormément de temps en se passant des corrections collectives. Et donc les systèmes coopératifs vont permettre aux élèves de s'aider, de s'entraider, voire de rentrer dans des relations tutorielles pour pouvoir obtenir des réponses aux questions qu'ils se posent. La coopération, c'est une citoyenneté mise en œuvre de manière très ordinaire. On ne fait pas les choses parce que c'est un exercice, on les fait parce qu'on est dans une situation de communication authentique et vivante. C'est-à-dire que quand le copain me demande de l'aide, c'est que véritablement, il est face à un obstacle qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, les aides, c'est pas démesuré, ça va pas être explique-moi le théorème de Pythagore. Souvent, ça concerne des éléments qui sont de l'ordre de la brindille pour l'enseignant. C'est la compréhension de la consigne, notamment. Mais si, en tant qu'élève, je n'arrive pas à comprendre ce que l'on me demande à travers l'énoncé d'une consigne, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et le fait de vivre ça de manière très ordinaire, sans protocole, sans discours, on parle peu en fait pour organiser la coopération, ça permet de se rendre compte qu'évidemment les valeurs, elles sont d'abord présentes parce qu'on les vit et pas parce qu'elles sont écrites ou pas parce qu'elles sont dites par quelqu'un d'important.